bonnes décisions de Virginie Renaud, chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans Les Bonnes Décisions, un podcast original de Vincent Posé. 6e épisode de cette première saison où je converse avec des personnalités de la Manche et même du centre-Manche, avec comme double objectif de dresser un portrait de mon invité, évidemment, et puis d'essayer, si c'est possible, de mieux comprendre ce qui l'a poussé à prendre des décisions cruciales dans son parcours. Je suis moi-même auteur, comédien, improvisateur et chef d'entreprise, puisque je suis à la tête de Commune Impro, donc je profite de ces interviews pour interroger aussi le processus de création et parfois d'improvisation dans des domaines qui vont bien au-delà du théâtre, notamment donc les domaines de mes invités. On parle souvent de volonté, de quand on veut, on peut, en oubliant parfois que les choses n'arrivent pas par magie, mais par deux éléments combinés de la volonté et du travail. Mon invitée en fait preuve à chaque instant. Si elle travaille dans le milieu du bâtiment, je la vois plutôt comme quelqu'un de profondément attaché à l'idée de construction, notion centrale aussi dans la pratique de l'improvisation, construire une histoire, construire des personnages, mais aussi construire avec le public ou des commanditaires quand on travaille en entreprise. Et justement, mon invitée construit l'avenir d'une entreprise familiale. Elle s'engage pour développer un territoire, en l'occurrence celui de Saint-Lô. Et comment se construit-elle elle-même ? Là, c'est un vaste chantier où l'art a peut-être une place, nous verrons ça. Mon invité est chef de l'entreprise Isabelle Bâtiment, Virginie Renaud. Bonjour. Bonjour Vincent. Première décision, est-ce que nous nous vouvoyons ou est-ce que nous nous tutoyons pour cet entretien ? Alors en fait, il s'avère que dans le bâtiment, on tutoie beaucoup, donc je préférais qu'on se tutoie. Très bien, on commence par se tutoyer et par la première question traditionnelle dans ce podcast qui s'appelle Les bonnes décisions. Donc je te pose la question, Virginie, quelle est la meilleure décision au moment où nous enregistrons ce podcast que tu as pu prendre ? Alors, la meilleure décision que j'ai pu prendre, écoute, on peut dire que c'est celle d'avoir déjà accepté la demande de mon père, c'est-à-dire de prendre la relève de l'entreprise familiale. Alors, c'était quand ? Alors, c'était en 97. Et à ce moment-là, je lui ai juste demandé de patienter quelque temps, le temps de faire mon premier enfant. Au moment où il te propose de prendre le relais, tu veux faire un enfant et donc ta décision, elle est ferme de dire ok, mais attends quoi. Voilà. Donc en fait, la décision s'est prise vraiment, on va pas dire en 30 secondes, mais on n'était pas loin. Mais je savais qu'en arrivant dans l'entreprise, il serait très exigeant avec moi. Et que faire un enfant, c'est pas simple non plus pour une femme. Enfin, c'est pas simple. C'est bien sûr assez simple, mais je veux dire, ça demande un investissement, du temps et tout ce que ça compose autour. Et donc, et là, j'ai préféré lui dire, écoute, tu me laisses faire mon premier enfant, je l'élève pendant 6 mois et ensuite j'arrive avec toi. Alors qu'à ce moment-là, toi, tu n'es pas du tout dans l'entreprise. Non, pas du tout. Je travaillais à l'époque, alors je ne sais pas si on peut citer le nom, mais je travaillais chez Manpower, où je m'y plaisais bien et ma carrière était assez définie, enfin en tout cas dans ma tête. Je savais déjà où je voulais aller. J'étais rentrée comme attachée commerciale. Au bout d'un an, je suis passée chargée d'affaires. Je voulais être responsable d'agence, donc et ensuite peut-être directrice régionale. Enfin voilà, j'étais assez carriériste à l'époque et donc je voyais déjà mon chemin chez Manpower en fait. Pourquoi finalement dire oui à cette proposition ? Alors en fait, il nous avait toujours dit, nous sommes 3 filles chez nous, il nous avait toujours dit, vous laissez tomber le fait de reprendre l'entreprise, je ne vais pas vous donner un cadeau empoisonné, donc faites votre vie, et voilà, très bien. Donc ce qu'on a fait, enfin moi je suis l'aînée des 3 filles, donc ce que j'ai fait, et en plus l'entente avec mon papa quand j'étais jeune n'était pas très simple en fait, j'étais une adolescente un peu, j'aimais la fête, un peu turbulente, et donc voilà, c'était pas trop du tout c'est pas trop dans son ADN en fait, lui. Donc bon voilà, j'avais pas le droit de rester sans rien faire, fallait toujours que je travaille. Mais quand il m'a proposé ça, étant l'aînée de 3 filles et toujours un peu bousculée par mon père en disant peut mieux faire, va toujours plus loin. Oui, t'as ton bac, c'est bien, maintenant tu fais quoi ? Ah, ton BTS, maintenant faut bosser, ok.
Et donc là, c'était la reconnaissance du père, en fait. Hein, donc là, c'est pour ça, quand je vous dis, j'ai pas hésité, ça m'a peut-être mis 30 secondes de réflexion à me dire, enfin, il reconnaît ce que j'ai fait, mon parcours, quoi. Mais d'abord un enfant. Bah oui, parce que je connais bien, je sais ce qu'il allait me demander quand j'allais arriver, et de fait, quand je suis arrivée à l'entreprise, il m'a dit alors déjà il m'a dit tout ce que tu as appris, tu le laisses de côté, et tout ce qui existe chez moi, tu l'apprends, on commence par ça, et après tu ramèneras ta science, en fait, hein, pour employer ces mots. Et donc, mais il m'a dit en plus, à côté de ça, tu vas aller faire une formation, donc à la Chambre régionale de commerce, donc ça s'appelait l'école des managers, c'était une école de 18 mois de formation, et ça se passe le vendredi et le samedi. Donc ça veut dire que je travaillais du lundi au samedi soir, pendant 18 mois. Avec mon petit qui avait 6 mois quand je suis arrivée à l'entreprise. Ouais, donc tu savais où tu mettais les pieds et ce qui t'attendait. Tout à à partir fait. du moment où tu disais oui. Exactement. Tu parles d'exigence, le fait que ton père était Peut mieux exigeant faire. avec toi. C'est quelque chose que tu as gardé, que tu avais déjà, ou que tu as finalement t'as compris ce qu'il voulait dire par la suite? Oui, alors, mon père vient d'une famille qui était pas aisée du tout. Je pense qu'il a travaillé dur pour arriver là où il est arrivé, donc la création de son entreprise, le développement de son entreprise. C'est vrai que il avait 50 et quelques années, il était fatigué. Il avait envie vraiment d'arrêter, de changer, il était fatigué. Hein. Et le fait que je dise oui, je savais que ça allait bien sûr lui faire plaisir. Surtout que je vous dis, c'était un peu compliqué à l'adolescence avec mon papa. Donc là, forcément, on s'est retrouvés. On a partagé des choses qu'on n'avait jamais partagées ensemble. Donc ça, c'était super aussi. Hein. J'ai voyagé avec lui quand on partait en clientèle. Et je lui ai même dit un jour, et ça, je sais que ça l'a énormément marqué, je lui ai dit, tu sais, en fait, papa, tu as bien fait d'être assez dur avec moi quand j'étais jeune, ou quand j'étais en tout cas adolescente, parce que ça m'a permis de revenir un peu les pieds sur terre parfois, et j'en serais certainement pas là aujourd'hui où j'en suis, quoi. Tu parlais tout à l'heure que ton père ne voulait pas vous mettre avec tes sœurs vous transmettre un cadeau empoisonné. Il n'empêche, tu arrives pour prendre la tête d'une entreprise de menuiserie rénovation, composée, j'imagine, quasiment uniquement d'hommes. Donc toi, en tant que femme plus fille du patron, fille d'eux, j'imagine ça n'a pas été évident quand même. Non, alors il a très bien préparé en fait mon arrivée. C'est-à-dire, comme il était aussi très proche de ses collaborateurs, hein, c'est vraiment, il a toujours géré son entreprise comme un vrai père de famille, et en fait il a été très transparent avec ses collaborateurs. Déjà par rapport aux hommes de terrain, aux poseurs, en leur disant, voilà, Virginie, effectivement, elle arrive, elle n'y connaît rien dans le bâtiment. Maintenant, les pros, c'est vous, et ça va être à vous, et je compte sur vous pour lui apprendre le métier, en fait. Donc, j'ai pas souvenir d'avoir souffert de ça, en tout cas pour l'apprentissage de la technique, parce que les poseurs ont vraiment joué le jeu. Et pour le reste, il leur avait dit, elle connaît, de par sa formation et son expérience, sa petite expérience, hein, parce que en gros j'étais 3 ans chez Manpower, et avant je vendais des surgelés aux professionnels de la restauration. C'était mon premier boulot pendant 2 ans. Mais il a su leur dire que ce côté commerce, je savais faire, et côté management, je l'avais appris un peu aussi au sein de Manpower. Donc j'allais apporter autre chose que la technique, donc peut-être un développement autre que ce qu'il avait pu faire aujourd'hui. Et donc tu reprends cette entreprise, et après, une fois que la passation de relais est faite, comment
tu mets ta patte dans la gestion de l'entreprise, dans les nouveaux projets, les nouveaux développements, parce que c'est pas évident de reprendre une entreprise qui a déjà une histoire, en plus familiale, et toi tu te retrouves avec un héritage et en même temps devoir voir vers l'avenir. Tout à fait. Alors déjà, avant de reprendre l'entreprise, je vais quand même te raconter quelque chose, c'est que quand je suis arrivée, et pour te donner un peu le caractère du personnage, qui est mon père, il m'a dit, voilà, il faut que tu saches, avant de prendre l'entreprise, juste 3 choses. Première chose, tu as 2 ans pour apprendre, parce que dans 2 ans, je pars. Deuxième chose, tu vas avoir un problème à gérer par jour, minimum, social, client, fournisseur, etc. Et troisième chose, c'est 6h le matin, 20h le soir. Bon, bah écoute, quant à ces 3 ingrédients-là, alors là, il faut quand même décider assez rapidement parce que là, les points sont quand même mis sur la table. Donc, j'ai bien compris le message dès le départ. Et effectivement, ça m'a permis de me donner un cadre quelque part. Et donc là, je suis partie avec ces trois propos. Je savais effectivement que j'arrivais dans une entreprise de bâtiment et donc à 99% d'hommes. Je savais aussi qu'il y avait déjà cette bienveillance dans l'entreprise que lui, il avait apportée. Et en fait, je me suis aperçue très vite, et je pense que certains de mes collaborateurs aujourd'hui, en tout cas les plus anciens, peuvent en témoigner, c'est que je ressemble beaucoup à mon papa. Donc en fait, la suite, pour eux, d'un point de vue RH, d'un point de vue ressources humaines, et d'un point de vue suivi, n'a pas été trop douloureuse. Alors, là où c'était plus compliqué, c'est de se dire, par rapport à eux, c'est de dire, est-ce qu'une femme va aussi bien réussir qu'un homme dans le milieu du bâtiment ? Et j'ai quelques anecdotes comme ça qui me reviennent. C'est quand mon père est vraiment parti au bout de 2 ans. Enfin, voilà, il restait toujours bien sûr à l'écoute, à mes côtés, si j'avais des besoins ou autres. Mais quand les clients appelaient à l'entreprise, ils voulaient avoir le chef d'entreprise. Et quand j'étais, bonjour monsieur, voilà, je suis madame Renaud, la chef d'entreprise. Non, passez-moi monsieur Isabelle ou passez-moi le chef d'entreprise. Mais je suis la chef d'entreprise. Voilà. Donc ça, c'était... dans le bâtiment, il y avait très très peu de femmes à l'époque. Je crois qu'il y en avait 2 dans la Manche. Aujourd'hui, tant mieux, on est beaucoup plus. Mais voilà, c'est vraiment les petites choses qui m'ont permis d'avancer peut-être plus vite encore, parce que je savais qu'il y avait vraiment... on m'attendait au virage, quoi. Voilà. Alors, aussi parce que elle arrive un peu la cuillère en or dans la bouche. Voilà, il y a déjà 40... non, on était 32 salariés à l'époque. Donc, c'est facile pour elle. Elle reprend le truc, machin. Mais on va voir dans 2 ans, dans 3 ans, elle sera peut-être plus là. Bon, ça fait 23 ans et je suis toujours là. Une fois que tu as repris l'entreprise, comment tu as pu glisser aussi ta vision des choses, ta vision d'entrepreneuse, notamment pour innover, pour trouver des nouveaux marchés, pour que l'entreprise aussi persiste et dure? Alors, j'ai à la fois obéi à ce qu'il m'avait demandé, c'est-à-dire j'ai pris ce qui existait et j'ai suivi ce qui existait parce que ça fonctionnait bien. Mais en même temps, comme je suis commercial de métier, j'ai vu qu'il avait à l'époque 2 clients qui, en gros, faisaient son chiffre d'affaires. Et là, j'avais dit à mon père, écoute, moi, 2 clients, ça ne va pas être possible, en fait. Donc, mon métier, c'est commerce. Donc, je vais aller sur le terrain et je vais aller chercher des nouveaux clients. Même si je ne connaissais pas le bâtiment, on avait toujours baigné dedans. Et donc je suis partie chercher des nouveaux clients. Donc, assez rapidement, en fait, je suis revenue avec des nouveaux clients qui sont toujours aujourd'hui partenaires de la société Isabelle. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et en fait, quand je suis arrivée également, on faisait beaucoup de placo-isolation. Alors c'est vrai que pour une femme, placo-isolation, voilà, c'est un peu répétitif, il n'y a pas trop de créativité, pas trop de création. Donc j'avais commencé à partir un peu plus sur des choses un peu plus déco ou essayer d'apporter autre chose à mes clients, en fait. Des idées un peu plus féminines, quoi. Voilà, donc... et puis ce qui était sympa aussi, c'est le fait
seules, ou très peu de femmes chefs d'entreprise dans le milieu du bâtiment. Quand on arrivait, je faisais beaucoup de réunions de chantier en fait au départ. Je suis passée un peu par tous les postes pour maîtriser la société. Et donc, quand j'étais conductrice de travaux et un peu tout, mais je veux dire, quand j'allais sur mes chantiers, voir mes collaborateurs ou faire mes réunions de chantier avec les architectes, les maîtres d'œuvre, les constructeurs et autres, c'était... moi, je trouvais ça assez plaisant parce qu'en fait, on ne s'adressait pas à moi comme on pouvait s'adresser à un homme. Et comme j'aime bien l'humour, on menait les réunions et j'avais toujours la petite boutade qui allait bien si je voyais que les tensions commençaient à monter, parce que le bâtiment c'est ça, des fois ça part un peu en vrille, mais faut essayer de faire apaiser les choses. Donc moi j'étais là un peu plus pour ça, pour dire bon, ça va bien se passer, puis dans le bâtiment tout s'arrange, donc voilà, même avec le peu d'expérience que j'avais à l'époque, j'essayais toujours d'y aller un peu comme ça, quoi. Avec un peu d'humour, ça peut fluidifier un peu les échanges, quoi. Oui, complètement. Est-ce que ça a été simple, enfin, j'ai l'impression que non, mais tu vas me dire, de gérer tout l'ensemble de cette structure, parce que avec ce degré d'exigence envers toi-même, j'imagine qu'au bout d'un moment, il faut de l'énergie, il faut se trouver du temps pour soi aussi pour pas craquer. C'est ça aussi. Alors, du temps pour soi, t'oublies. Ouais. Alors, c'est ça qui est un peu dur, en fait. En fait, quand tu reprends une entreprise familiale, t'as quand même un sacré poids sur les épaules. Donc ça, il faut vraiment... moi, ça m'a toujours un peu pesé quand même, ça, jusqu'à un certain moment où, je vais y venir tout à l'heure, mais tu as quand même ça sur les épaules et tu dis, en fait, je ne peux pas le décevoir. Donc forcément, il faut que tu redoubles d'idées et d'actions pour que tout aille bien, quoi. Et tu as raison, y a des fois, c'est compliqué. Alors, l'essentiel, et ça, je l'ai bien compris aujourd'hui, c'est de bien se faire entourer. C'est-à-dire d'avoir des gens autour de toi qui sont compétents, essentiels, qui ont envie aussi de faire partie du navire, quoi, d'être à côté du capitaine, si on parle toujours de navire. Et donc ça, je l'ai compris assez vite. Alors, c'est pas tous les jours facile parce qu'il faut aussi le faire intégrer à toute l'équipe. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, ça. C'est vraiment d'avoir un esprit hyper collectif chez moi. Parce que là, je pense que le collectif fait gagner, de toute façon, in fine. Mais pour ça, il faut trouver les bonnes personnes aussi. Oui, alors tu peux les trouver. Ils n'ont peut-être pas toutes les compétences au départ, mais comme j'adore former aussi, c'est pas par hasard que j'ai voulu aussi m'inscrire chez Manpower au tout début de ma carrière. En fait, pour tout te dire, et là je te fais une confidence, c'est que j'avais postulé à la NPE, mais j'avais loupé le concours, donc qui était Pôle emploi à l'époque. Et déjà là, je m'étais dit, alors là, ils n'ont pas voulu m'accepter, ils vont voir ce que je vais là apporter, je vais aller leur piquer les candidats chez Manpower. Enfin voilà, donc ça c'est mon côté un peu pushing, quoi, un peu quand j'aime pas perdre. Justement, quand on est chef d'entreprise, notamment, on prend des décisions, puis il y a de l'enjeu, tu l'as dit, et puis il y a le risque aussi d'échec. Ça existe aussi. Oui, les échecs, on les côtoie tous les jours. On les côtoie tous les jours. Alors moi, j'ai pendant 10 ans, donc de 2000, on va dire, jusqu'à 2008-2010, je continuais en fait ce que mon père m'avait appris. Je continuais sur les bases de l'entreprise. L'activité économique était là, donc tout allait bien, jusqu'au moment de cette crise économique de 2008, que beaucoup d'entre nous ont connue. Là, ça devient compliqué et là, c'était une grosse remise en question. Tu te dis donc là, ça va plus. Le travail ne rentre pas comme il rentrait hier. T'as tes collaborateurs qui sont là, en gros, qui te regardent tous les jours le matin en disant j'espère que on aura notre salaire à la fin du mois parce que bien sûr c'est ce qui compte et c'est normal. J'espère qu'il va y avoir du travail. Voilà. Donc en fait, toi, tu es là,
en haut du navire et tu dis, bon, bah, je peux pas les laisser tomber, quoi. Et puis j'ai une mission, et rappelle-toi, Virginie, tu as une mission, mais des fois, ben, par quel chemin j'y vais, quoi. Donc là, oui, moi, j'ai dû affronter cette crise de 2008-2010 où je voyais aussi mes petits collègues autour de moi qui arrêtaient leur structure ou qui souffraient aussi tout comme moi. Donc, il a fallu faire des choix. Il y a des choix qui ont été compliqués. Il m'a fallu licencier du personnel. Ça a été très dur pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Il a fallu changer de métier, d'orientation, d'activité. Donc là, il faut rebondir. Heureusement, j'avais ma famille autour de moi qui m'a aidée aussi, hein, parce qu'il y a des moments tu as envie de lâcher, en fait. Hein. Il y a des moments tu as envie de tout plaquer et puis dire bon je suis fatiguée, je peux plus. Puis moi j'avais mes enfants aussi, hein, donc du coup j'en ai fait un autre quand même. Même quand j'étais en activité, hein, donc j'ai 2 garçons qui aujourd'hui sont grands, mais heureusement je me suis fait accompagner aussi d'une nourrice à domicile qui s'est occupée d'eux de 0 à 20 ans. 20 ans, elle était plus chez moi pour m'aider dans la gestion de la maison au quotidien, mais voilà, donc c'est toujours se faire entourer et puis compter sur sa famille aussi pour surmonter les grosses vagues. Hein. Et ça touche d'autant plus ces vagues, comme tu le dis, c'est que tu es quelqu'un d'assez, ce que j'entends en tout cas, d'assez proche des gens, de tes collaborateurs, collaboratrices, de ta famille. Donc il y a une part d'affect aussi qui est là. Et donc c'est positif dans le sens où il y a une valeur de la parole, une valeur humaine, mais ça peut aussi retourner contre toi. Ouais, ça c'est, et tu vois, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que ça, je pense que c'est ce qui est le plus dur à gérer. Alors, et des fois même, je me posais la question, je me dis mais comment ça se fait que je suis comme ça en fait? C'est parce que je suis une femme ou mais en fait, j'ai pourtant, je sais ce que je veux, donc je dis les choses quand j'ai des choses à dire. Mais pour autant, j'aime pas. C'est compliqué de faire du mal aux gens, en fait. Donc en fait, c'est plutôt moi ce que j'adore aujourd'hui, c'est d'avoir des jeunes qui me font confiance quand ils arrivent chez moi et que je puisse les faire monter en fait en compétences. Ça, j'adore. On le voit sur les réseaux sociaux, si on te suit sur ta page Facebook notamment, sur LinkedIn aussi, où on voit effectivement que tu mets en place des actions de formation dans ton entreprise, et tu cherches toujours des inspirations, des formations particulières à mettre en place. Alors là, sur le volet entreprise, et puis également sur tes autres engagements. On en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais avec le Club des entreprises du Bassin Saint-Lois, avec le Conseil de développement de Saint-Lois-Aglo. Enfin voilà, tu cherches aussi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu dans ton ADN aussi d'aller chercher des compétences, de faire monter en compétences les gens qui t'entourent. C'est ça. Alors, c'est l'avenir aussi. Hein. Donc, c'est important pour moi de pouvoir aider les gens à s'affirmer en fait. Peut-être des fois on a tous des parcours où on se crée des peurs, où on se dit mais non je peux pas le faire et là je peux le dire moi par rapport au fait que je sois une femme et que je sois aujourd'hui dans le bâtiment et que j'ai réussi, je pense à gagner ma légitimité en fait, hein, devant tous mes collègues, mes confrères. Donc, et ça, si je pouvais transmettre ça, alors j'essaie de le faire au quotidien bien sûr, mais si je peux donner ça à chaque personne que je rencontre, ça c'est une petite victoire à chaque fois pour moi, ça, en fait. Les bonnes décisions de Virginie Renaud, chef d'entreprise. J'enchaîne avec une question qui avait été préparée à l'avance, celle-ci, de ma part. Pourquoi, toi, en tant que chef d'entreprise, tu t'es mise dans un club d'entreprise, un club d'entrepreneurs, et tu t'engages également au conseil de développement de Saint-Lô-Aglo. En fait, concrètement, pourquoi toi, en tant que chef d'entreprise, on a l'impression que normalement les chefs d'entreprise, ils sont dans leur entreprise, ils sont dans leur business, ils sont dans leur truc.
Ils sont indépendants, ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs, de regarder ce qui se fait. Enfin voilà, ils cultivent leur champ à eux. Et pourquoi est-ce qu'ils iraient donner des idées, échanger avec d'autres, alors qu'ils sont tout seuls, quoi. Voilà. Ouais. Vous cherchez ailleurs. Très, très bonne question. Ouais. Alors, pour plusieurs raisons. Si on repart en arrière, j'ai toujours aimé les gens. Voilà. Donc ça, c'est une première réponse. J'aime les gens et j'aime partager avec les gens. La deuxième réponse, c'est quand je suis arrivée à l'entreprise, je m'appelle Virginie Renaud, donc je suis mariée, épouse Renaud. Donc j'avais perdu mon nom Isabelle, le fait de me marier. Et quand j'ai repris l'entreprise, c'était l'entreprise Isabelle. Comment dire aux gens que je suis la fille de, parce que pour moi c'était une fierté, un honneur, et j'avais envie vraiment de continuer cette transmission. Donc comment dire que Virginie Renaud, c'est la fille de Jacques Isabelle. Donc très rapidement, en fait, je me suis inscrite un peu partout, dans mon syndicat professionnel aussi, qui est la Fédération du bâtiment, dans des clubs comme le CEBSL, enfin ça c'était un petit peu plus tard, mais j'ai fait l'APM aussi, enfin pas mal de clubs, pour vraiment me faire connaître. Et faire connaître aussi ce que je voulais faire dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans l'entreprise, comme je te le disais tout à l'heure, on faisait placo-isolation. Et il y avait le monde de la fenêtre qui me plaisait beaucoup, enfin qui me plaisait et puis qui était plus rentable aussi, il faut le dire, que le placo et l'isolation. Et donc, il fallait que je fasse savoir que je m'appelais Virginie Isabelle Renaud et qu'en plus, j'avais envie de développer mon activité sur d'autres choses. Donc ça, c'était une deuxième réponse. Et une troisième réponse, c'est, comme je te le disais tout à l'heure aussi, et encore plus aujourd'hui, parce que j'ai plus 20 ans, j'ai 50 ans, et que j'ai envie de partager mon expérience, que j'ai envie d'apporter mon savoir, mes connaissances aussi à la collectivité, pour mon territoire, parce que j'aime mon territoire. Donc pour moi, c'était important aussi d'aller vers d'autres personnes et puis de rencontrer encore d'autres gens dans divers milieux que je ne connaissais pas. Et aussi, autre chose, c'est que quand moi je suis arrivée dans le monde du travail, il y avait une chose qui me manquait, c'était la culture générale. Et je savais qu'en allant un peu vers les gens, vers le monde, j'allais enrichir cette partie-là qui me manquait en fait quand je suis sortie de l'école. Donc pas mal de raisons, voilà. En effet. Juste une précision quand même pour nos auditeurs, c'est que le Conseil de développement de Saint-Lô-Aglo, c'est une instance consultative qui regroupe des gens venus de différents horizons, dire, des acteurs culturels, des acteurs économiques, éducatifs, etc. Voilà, sportifs, qui se regroupent dans ce conseil pour donner des idées, des orientations. Alors des idées, des avis par rapport au sujet de l'agglo. Qui sont suivis ou pas par l'agglo, exactement, par les élus, voilà. Mais au moins c'est une force de proposition. C'est ça. Donc ce sont des gens, en fait, ce sont des experts en leur matière et qui nous aident à formuler donc, ces différents avis qu'on va proposer ensuite donc, à Saint-Lô-Aglo. Et tu en es la présidente. Et j'en suis la présidente, voilà. Et cet engagement, c'est à la lisière de l'économie et de la politique, cet engagement dans le conseil de développement. Politique au sens large, pas politicien, mais voilà. Pourquoi ça te semble indispensable? Pourquoi c'est nécessaire pour toi de donner des idées ou de participer à donner l'impulsion pour la suite? Alors, je suis quelqu'un de très actif, comme tu as pu le remarquer, mais c'est aussi cette volonté le côté pushing actif que j'ai en moi. Ça aussi, j'ai envie de le transmettre. Et j'ai envie... on est quand même dans une société, et tout le monde le sait, de mutation aujourd'hui, sur beaucoup de sujets. Donc je pense qu'il faut aussi, mais comme dans mon entreprise, j'ai su le faire aussi en passant de l'activité pause, fourniture et pause en
en neuf, principalement à aujourd'hui, fourniture et pose dans le domaine de la rénovation. Ce sont 2 métiers différents. Et donc, en fait, il y a eu une mutation chez moi aussi, au sein de mon entreprise. Donc, en fait, ce vécu-là, toute cette expérience que j'ai pu avoir au sein de l'entreprise, je voudrais la mettre au service de la collectivité. Parce que les mutations sont toujours douloureuses, c'est compliqué. Et que si je peux amener mon petit grain de sable dans ce rouage, ma contribution, voilà. C'est participer à anticiper aussi sur des évolutions. C'est faire comprendre aussi. Enfin, c'est faire comprendre, c'est anticiper, tu as raison. C'est aussi, quand je te dis faire comprendre, c'est des virages des fois qui sont nécessaires, incontournables. Et que si on n'a pas des gens autour de soi qui nous font comprendre que il faut prendre cette direction, parce que si on la prend pas, c'est comme c'est ce que je dis toujours moi je dis toujours quand le train passe, il ne passe qu'une fois. En tout cas pour tous les choix que j'ai eu à faire dans l'entreprise, j'ai toujours alors moi je suis un peu action-réaction aussi, hein, donc mais j'ai toujours travaillé comme ça en fait. Je me suis dit, Virginie, tu as une opportunité ici. Soit tu la prends ou tu la prends pas. Tu auras 2 chemins différents si tu la prends ou tu la prends pas. Mais en fait, j'ai jamais hésité en fait à faire le pas. Voilà. Et en fait, c'est ce que j'essaie aussi d'expliquer au travers de mes actions dans les différentes organisations où je suis, que ce soit le Conseil de développement, la Fédération du bâtiment. Je suis membre élu aussi de la Chambre de commerce. Donc je fais partie aussi du club des entreprises du bassin Saint-Lois, etc. C'est vraiment donner une impulsion, quelle qu'elle soit, enfin celle que qui me semble intéressante à donner. Voilà, on prend pas, mais ça fait partie de mon expérience et moi, si ça peut servir demain pour les gens, pour les interlocuteurs que j'ai en face de moi, je serai contente. Voilà. Tu dis, tu es action-réaction. Oui. Concrètement, ça veut oui, dire quoi ? Concrètement, oui, c'est vrai que c'est... Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je prends beaucoup plus de recul aujourd'hui, mais j'ai toujours été très impulsive. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça, pardon. Action-réaction. C'est l'impulsivité. Et alors, ça aurait pu être un problème. Ça l'a été parfois, d'ailleurs. Dans ma vie de tous les jours de chef d'entreprise ou même dans ma vie personnelle. Mais ça m'a plutôt servi que desservi, si je fais le point aujourd'hui. Là, tu parlais d'opportunité. À un moment, tu vois qu'il y a le train est en train de passer. Tu te dis, je prends pas. C'est ça, action-réaction. C'est ça. Alors, c'est ça. Et c'est aussi une petite anecdote. Quand j'ai démarré à l'entreprise, je me souviens toujours, mon assistante, quand, par exemple, il y avait un truc qui ne fonctionnait pas dans l'entreprise, elle m'expliquait. Et j'avais déjà le téléphone en main pour agir, quoi. Alors, et bien souvent, elle me disait, Virginie, j'ai pas fini ma phrase. Voilà, donc, alors, je suis plus raisonnable et plus sage aujourd'hui. Mais voilà, j'ai toujours été un peu comme ça, en fait. Ça veut dire que tu as envie de prendre la décision, mais par exemple, là, il y a un problème, tu décroches le téléphone avant même d'avoir la fin du problème. C'est ça. Il n'empêche que tu n'as peut-être pas de solution au départ, quand tu prends le téléphone. Non, mais des fois, juste la discussion avec les gens, t'arrange tout, en fait. Donc moi, c'est vraiment ce lien-là que j'affectionne le plus. C'est l'échange. C'est, un problème se résout toujours, en fait. Il n'y a pas de problème. Voilà, à partir du moment où on sait discuter, échanger avec les gens, il n'y a pas de problème. Et ça, je peux le confirmer aujourd'hui. Ouais, d'expérience. Ouais, carrément. Ok, donc être impulsif sur la volonté de résoudre le problème, c'est plutôt ça, plutôt que d'arriver avec une solution toute faite. Je résume pour les... Oui, c'est ça, oui. Merci. Merci Vincent. Oui, c'est plutôt ça. Ouais, c'est... En fait, la politique de l'autruche, par exemple, je ne connais pas. C'est pas chez moi, quoi. Voilà. Ça, vous savez ce que ça veut dire, la politique de l'autruche. Je développe pas.
En préparant ce podcast, je t'avais prévenu sur la question du meilleur choix que tu aies pu faire, la meilleure décision. Et contrairement à ce que tu m'as dit au début de cette émission, en fait, ce que tu m'avais donné, c'était comme décision qui était importante pour toi, c'est de prendre du temps pour toi. Donc c'était la meilleure décision, au final, dans la préparation. Donc, peut-être dans l'impulsion. C'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi qu'est-ce qui t'a poussé déjà à décider ça ? De prendre du temps, plus de temps. C'est le départ de mes enfants. En fait, comme je le disais tout à l'heure, quand tu es chef d'entreprise, femme, mère... tout ce qui te concerne toi, moi j'ai pas réussi à m'occuper de moi en fait. J'avais tout ça à m'occuper, ce qui était déjà beaucoup, plus toutes mes investigations aussi dans mes différents réseaux et autres. Donc c'est vrai que je pensais pas à moi. Et quand quand mon premier est parti, je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire le soir? Donc vraiment ça a été comme un déclic et j'avais peur, j'ai toujours eu peur du vide, et là très franchement ça m'a fait peur. Je me suis dit il faut vraiment que tu te trouves quelque chose à faire, et donc de là je me suis lancée dans la peinture et dans le sport. J'en fais un petit peu, et là j'ai trouvé quelque chose de différent, qui me permettait aussi de me poser, quoi. De me poser, simplement, en fait. Voilà, alors bien souvent, on me dit, mais comment tu fais la peinture, le sport, le machin, le truc, hein? Mais oui, mais j'ai plus mes enfants, en fait. J'ai plus mes enfants. Je les ai toujours, mes enfants, mais je veux dire, ils ont leur propre vie aussi, et je suis toujours là pour eux, bien sûr, et je serai toujours là pour eux. Mais j'ai plus ce côté je rentre, faut que je fasse quoi à manger, qu'est-ce que voilà, je sais pas, la vie est beaucoup plus légère le soir. Et donc pourquoi la peinture ? Alors ça c'est le côté artistique de ma grand-mère, je pense. Alors j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques années. Ça a été un événement très douloureux pour moi. Donc, c'est ma grand-mère maternelle. En gros, c'est elle qui nous a élevés quand on était petites, puisque en fait, ils habitaient vraiment très proches de mes parents, dans la même cour. Donc, c'était pour moi ma deuxième maman. Et on a fait beaucoup de choses avec elle, et notamment des petits ateliers de peinture. Mais j'étais toujours très, très nulle, en fait. Elle m'apprenait des trucs, mais j'ai jamais été forcément attirée par le dessin. Et c'est l'année de mon anniversaire, c'était quoi, mes 48. Mon mari me dit, tiens, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Et là, je lui dis, tiens, j'aimerais bien m'essayer à la peinture. Donc, tu m'achètes un chevalet, des pinceaux. Et voilà. Il me dit, mais ça va ? Ça se passe bien ? Tu vas bien ? Donc, je sais pas. Du jour au lendemain, voilà, ça m'a pris comme ça. Donc, peut-être, je sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas te dire. Peut-être une lumière dans la nuit, mais je ne sais pas. Une décision, une impulsion aussi. Tout à fait, voilà. Et aujourd'hui, cette activité, ce temps pour toi que tu as passé, tu as fait ta première expo il y a peu de temps. Tu en as d'autres qui arrivent. Pourquoi est-ce que tu passes ce cap de cette pratique qui était pour toi chez toi, parce que c'est quand même un cap à passer, d'exposer, de montrer ton œuvre, en fait, ce que tu proposes au public. Ça a été, pour tout avouer, ça a été très très dur, ma première expo. Et je n'ai pas pu parler, en fait. Je n'ai pas pu prendre la parole. Je me suis mise à pleurer. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a aussi ce côté, quand on te donne une entreprise, quand on te vend une entreprise familiale, ça ne t'appartient pas complètement, en fait. Alors, tu as beau la faire évoluer, etc., avec ta patte, ok, mais c'est quand même toujours l'entreprise de ton père. Il n'y a pas véritablement de création de ta part.
Et le fait de créer aujourd'hui ces toiles, là c'est moi, et là je peux te dire que c'est moi toute seule. et en fait, au moment où j'ai exposé mes premières toiles, donc mon ami me présente, tout ça, et je n'ai pas pu sortir de mots en fait. Parce que je me dévoilais trop. Enfin, je sais pas comment te dire, mais c'était moi et c'était mes créations. C'était, je sais pas. Je manque de mots en fait pour te dire. Mais c'était une réalisation de Virginie Renaud. Voilà, ou des réalisations de Virginie Renaud. Et puis avec l'art, c'est toujours une part d'intime. Aussi. Encore plus qu'une entreprise, qui reste quelque chose d'assez, entre guillemets, administratif. En tout cas, là, avec l'art, on est sur une part d'intime qui est exposée. C'est exactement ça, pardon. Et en fait, j'ai pas su l'exprimer. Tu vois, même encore aujourd'hui, je cherche mes mots, je sais pas. Je sais pas comment exprimer ça, mais je sais que ça me fait beaucoup de bien, en tout cas, quand j'y suis. Après, ce qui s'exprime, c'est la peinture, le pinceau, c'est la toile qui parle. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, j'adore les couleurs, mais un peu comme je suis dans la vie, en fait. J'aime la vie, j'aime l'action, j'aime les couleurs, et mes peintures sont... J'aime l'humain, donc je peins aussi, je peins aussi beaucoup les femmes. Donc voilà, je retrace mon chemin, peut-être. Les bonnes décisions de Virginie Renaud, chef d'entreprise. Je vais te proposer un petit exercice que nous faisons dans ce podcast. Je vais mettre une musique que tu as choisie et nous avons convenu que tu allais nous expliquer, nous décrire, pas nous expliquer, juste nous décrire ta manière de créer une toile, de faire une toile, comment ça se passe, où est-ce que c'est, sur la musique. On va essayer ça. Ok. Alors, quand je suis à la peinture, déjà il faut avoir l'envie en fait. On peut pas me dire tiens mets-toi à la peinture ce soir ou non. Voilà, je prends ma toile et je mets la musique. Et ensuite, soit je me mets en tenue décontractée aussi, parce que ça c'est important, d'être bien dans sa tête, bien dans son corps. Et là, je m'installe soit dans mon canapé, ou soit debout, devant mon chevalet, si je pars avec une grande toile. Et soit je prends mon crayon de papier pour faire mon contour, enfin mes contours, ma toile, que je vais remplir ensuite de peinture. Ou soit j'y vais directement sans crayon auparavant. Et donc là, plus personne n'a d'importance en fait. Plus rien n'a d'importance autour de moi en fait. Donc je suis toute seule avec ma toile et ma musique et là je me donne à la peinture et aux couleurs. Donc ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'évacuer et d'oublier le quotidien et de me faire plaisir. Se faire plaisir, voilà. Et donc je me fais plaisir en peignant. Et puis une fois que ma toile est terminée, je la montre. En général, le premier c'est mon mari, et c'est lui qui me donne son avis ou qui me donne les petites imperfections. C'est lui qui m'aide à retoucher ma toile aussi. Donc voilà. Donc en plus c'est un travail en commun qu'on peut avoir tous les deux dans la finalité de la toile. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Voilà, je le fais participer à mon œuvre. C'est marrant, c'est une œuvre et un travail. Oui. Donc là, c'est aussi un besoin d'être seul, d'être dans une bulle, ouais. Aussi, parce que tu es tout le temps avec tout le temps plein de monde. C'est ça. Mais ça me fait du bien de me retrouver des fois toute seule. Ça me fait beaucoup de bien. Et je le fais aussi au travers la course à pied aujourd'hui, maintenant. En compétition aussi ? Là, j'ai fait ma première compète dimanche dernier. Décidément.
Et comme tu détestes perdre... Bah ouais, mais là, je suis pas très bonne encore. Mais je vais évoluer. Je le sais parce que j'ai l'envie. Justement, peut-être un dernier axe sur cet entretien avec toi, Virginie, c'est l'aspect justement compétition. Qu'est-ce qui est bon dans la compétition ? Parce qu'on a toujours il y a l'aspect compétition, c'est un peu c'est mal vu, quoi, d'être en compétition. De faire de la compétition, ça veut dire qu'il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Et on se dit, ouais, c'est pas trop tendance d'être en compétition. Moi, j'ai jamais. Ouais, moi, j'ai jamais vu comme ça en fait. Moi, j'ai toujours vu la compétition, c'est se surpasser en fait. C'est aller vers la victoire, mais c'est pas une victoire forcément aux yeux des autres. C'est déjà une victoire personnelle. C'est se dire allez, tu vas y aller ma fille, tu vas y arriver parce que tu as la volonté, parce que tu as l'envie et puis pas seulement pour le prouver aux autres, mais prouve-le toi à toi-même. À toi-même, voilà, tiens, tu vas peindre et là, je me souviens ma première toile, j'ai fait waouh. Ah ouais, je sais faire ça quoi. Donc c'est des fois la compète, c'est aussi se dire j'ai peur de le faire, j'ai peur d'y aller. Et bien souvent, d'ailleurs, dans tout ce que j'ai entrepris, j'avais un peu la boule au ventre, j'avais peur d'y aller parce que j'étais pas sûre de moi. Et je pense qu'en fait, on n'est jamais sûr de soi. C'est comme un artiste, un comédien qui va arriver sur scène. Et tu sais de quoi je parle, là, Vincent. Tu te lances dans le grand bain, mais tu vas peut-être faire une fausse note ou tu vas peut-être... tant pis, il faut se lancer. Voilà, moi j'ai toujours été... j'ai fait parfois des choses avec... je me suis fait violence en fait, en disant il faut y aller. Alors des fois, pour des choses heureuses ou pour des choses malheureuses. Je te parlais tout à l'heure des personnes que j'ai licenciées. Pour moi, il fallait que je me lance parce que c'était vital pour ma société et pour mes collaborateurs. Là, c'était pas de la compète, c'était ça où ça devenait compliqué pour l'entreprise. Donc, mais à l'inverse, pour des choses heureuses, c'est la même chose en fait. C'est je me surpasse. Je prends de la parole en public. Tu m'aurais dit ça il y a 30 ans, c'était impossible pour moi, quoi. Faire ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est très compliqué déjà, mais j'étais en stress tout à l'heure. Je dois te le dire. Oui, donc la compétition, pour toi, c'est pas nécessairement vis-à-vis des autres, mais c'est plus repousser ses propres limites à soi-même. Mais complètement. Moi, je le vois beaucoup plus comme ça que pour faire plaisir. J'ai déjà fait plaisir à plein de monde, et en premier à mon papa déjà, depuis toujours. Donc après, c'est pour ça que je dis qu'il faut penser à soi, c'est qu'est-ce que je fais pour me faire plaisir aussi, moi. Eh bien, écoute. Voilà. C'est une belle conclusion. Virginie, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode des bonnes décisions. Merci. On peut te retrouver donc sur ton Facebook notamment, qui est ouvert au public, Virginie Renaud. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous avez besoin de rénover, de projets de bâtiments, etc., Isabelle Bâtiment à Quibou, à d'autres agences. Alors, Isabelle aussi, Bâtiment, voilà, à Quibou, qui est le siège, à Agneau, donc avec notre agence showroom principale, et puis à Granville, et d'autres à venir. Et puis, n'hésitez pas aussi à suivre l'actualité des expos dans la Manche et peut-être dans la région. C'est possible aussi pour retrouver les œuvres de Virginie. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez bien sûr réécouter celui-ci sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à faire une petite note sur les applications. Vous pouvez également recommander ce podcast, nous envoyer vos commentaires. Je suis tout à fait preneur. Si vous avez des questions, si vous avez des idées d'invités également, ce sera un plaisir de trouver de nouveaux invités pour ce podcast Les Bonnes Décisions, que vous pouvez retrouver sur les applications, sur le site de Comme une Impro évidemment, et puis sur ma page personnelle. Je remercie Paul Lemarchand aussi à la vidéo et aux réseaux sociaux. On se retrouve le mois prochain. Merci. Les Bonnes Décisions, un podcast de Vincent Posé avec la musique originale de Julien Brochant et Paul Lemarchand à la vidéo et aux réseaux sociaux. Production Comme une Impro.
Les bonnes décisions, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux, #lesbonnesdécisions.